comment j'ai revendu ma maison principale à moi-même de 800 000 euros grâce à l'OBO. Je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai transmis le patrimoine à la génération suivante, comment j'ai pu me refinancer et dégager du cash, donc là on parle de 800 000 euros, et comment est-ce que j'ai pu optimiser et structurer tout ça. On va voir tout ça dans cette vidéo, mais avant ça je vais vous montrer ici, on est sur le prêt qui m'a été émis par la banque de 800 000 euros sur 300 mois. Ici on est sur l'assurance prêt. Guillaume Pido. Et évidemment, j'ai masqué toutes les informations confidentielles. Ici, on peut voir l'année 1 à l'année 25, donc de 800 000 euros. Et la dernière année, on est sur 50 000 euros du capital. Évidemment que j'ai masqué le taux de l'assurance. Donc là, on est sur l'assurance emprunteur. Donc ça, c'était pour la partie preuve. Qu'est-ce qu'un OBO immobilier, un Owner by Out? Comment ça fonctionne? On va voir les 6 étapes clés, les avantages, les limites et pour qui est fait l'OBO immobilier. Ici, c'est un document fourni à titre indicatif, ne constitue pas du tout un conseil juridique, fiscal et patrimonial. Je suis ni notaire, je suis ni avocat fiscaliste, je suis ni expert comptable, je suis juste un investisseur immobilier qui a pu faire un OBO à soi-même. Je vous invite à aller fact-checker autour de vous avec votre notaire, votre avocat fiscaliste, ce qui va suivre. Moi, je suis sur le terrain et j'ai pu par contre être entouré d'experts autour de moi et monter ce dossier OPO et finir par le réaliser. On va parler du contexte avant que je vous explique tout le mécanisme de l'OBO et pourquoi c'est hyper important de transmettre de son vivant. Cerulli prévoit un transfert de richesse de 124 000 milliards de dollars d'ici 2048. Ici, on est sur une étude en 2024 de Boston aux États-Unis. 105 000 milliards devraient revenir aux héritiers et 18 000 milliards à des œuvres caritatives. Oui, parce qu'aux États-Unis, le transfert et les fondations se font de manière privée. C'est pas comme en France, elles se font de manière étatique. Les projections de transfert horizontaux ou intragénérationnels indiquent que 54 000 milliards de dollars seront transmis aux conjoints avant d'être finalement répartis entre les générations, entre les héritiers et les organismes caritatifs. Près de 40 000 milliards de dollars de ces transferts bénéficieront aux veuves des générations du baby-boom et plus âgées, créant ainsi un besoin considérable et une opportunité majeure pour les prestataires de services de gestion de patrimoine et d'actifs. Au cours des 25 prochaines années, la génération Y héritera de la plus grande part du patrimoine. Cependant, la génération X devrait hériter de la plus grande part des actifs au cours des 10 prochaines années, soit 14 000 milliards de dollars, contre 8 000 milliards pour la génération Y. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette étude aux États-Unis? Parce que cette étude est complètement réplicable et applicable en France, juste à une échelle beaucoup moins importante. Et c'est intéressant parce qu'il y a une étude qui a été faite en 2024 aussi, en France. Alors ici, cette étude est faite par Hémisphère Gauche, Fondation Jean Jaurès. Je sais que ceux qui regardent cette vidéo, ça va vous faire mal, mais je vous invite vraiment à aller regarder cette étude face à la grande transmission. Retenez bien ce terme, la grande transmission, l'impôt sur les grandes successions. Donc c'est une étude qui fait 30 pages. J'ai mis plusieurs heures à la lire parce qu'elle me faisait extrêmement mal au cœur, mais c'est important d'aller regarder ce que veut faire le Parti socialiste en France pour aller voir leurs objectifs et les idées qu'ils ont en tête et pourquoi pas se préparer à d'éventuelles mises en place par ces personnes-là qui évidemment tuent l'économie et tuent la transmission. Dans cette étude, il y a un tableau qui est hyper intéressant, c'est l'estimation du flux successoral annuel sur la période de 2025 à 2040. Donc ici, on voit les 15 années écoulées, on voit le PIB, on voit les flux par année. On voit les flux par année. Ici, on est sur 464 milliards et la 25e année, soit en 2040, on est sur 677 milliards. Je vais vous épargner le calcul, mais on voit une masse de transfert d'argent à la génération suivante qui est juste colossale. 9 000 milliards d'euros sur 15 ans. Vous pouvez être sûr que l'État français va avoir cette opportunité d'aller taxer, d'aller augmenter les droits de succession, d'aller trouver des méthodes pour aller ponctionner cet argent-là. Pourquoi? Parce qu'on a un État qui est complètement en faillite, qui a une obésité fonctionnelle, qui ne sait pas gérer ses dépenses. Vous pouvez être sûr qu'ils vont aller taper dans cet argent-là. Donc là, on est sur une projection de l'INSEE en 2021, projection du nombre annuel de décès en France. Vous pouvez voir ici qu'on est en 2025, on va avoir une courbe linéaire incroyable, une pente énorme. Donc entre la manne financière qui va se passer et le nombre de décès qui va croître de manière linéaire avec un énorme degré, vous pouvez être sûr que l'opportunité va être gigantesque pour l'État français.
Et il va falloir s'y préparer, il va falloir transmettre son patrimoine de son vivant à la génération suivante. Mais avant d'aller plus loin, je vais aller me présenter. Parce que là, vous vous dites, mais c'est qui ce jeune qui me parle de transmission de patrimoine, qui me parle d'OBO, qui me parle de transmettre son patrimoine à la génération suivante. Alors moi, je suis investisseur immobilier depuis 4 ans. Je suis spécialisé dans les investissements Airbnb et depuis 2 ans, j'ai ouvert ma conciergerie Airbnb pour d'autres clients parce que je l'ai fait avec mes appartements en perso. Ça a super bien marché et autour de moi, il y avait une certaine demande et c'est pour ça que j'ai créé ma conciergerie Airbnb. Je vous laisse aller voir les avis clients que je reçois sur mes appartements et ceux de mes clients. Vous irez faire pause dans la vidéo. Qu'est-ce qu'un OBO? Un OBO, c'est un Owner by Out. C'est une cession à soi-même. L'OBO immobilier est une opération patrimoniale pour laquelle un propriétaire vend un bien immobilier à une société qu'il contrôle, le plus souvent à une SCI. Ça peut être une SCS aussi, une société à commandite simple, une SCI, Société Civile Immobilière, peu importe, mais il faut savoir que c'est une société qui vous appartient et qui rachète votre bien immobilier. La société qui emprunte, elle contracte un emprunt bancaire pour financer l'acquisition. Cette société vous appartient et rachète votre maison à vous-même. Ensuite, c'est le propriétaire qui encaisse. Il perçoit immédiatement le produit de la vente. On appelle ça le fruit de l'OBO. Donc le fruit de l'OBO, ici dans mon cas c'était 800 000 euros, revient sur les comptes en nom propre. Donc on encaisse le fruit de l'OBO, on appelle ça un refinancement, on dégage du cash de la trésorerie. En troisième, les revenus locatifs servent à rembourser le crédit dans la durée. Évidemment, si vous n'avez pas un business plan solide, vous n'allez pas pouvoir convaincre les banques de cette opération. L'objectif, c'est d'obtenir des liquidités tout en conservant la jouissance économique du bien au sein de la famille. Les 3 objectifs principaux ici, c'est peut-être le slide le plus important de la vidéo. Il y en a d'autres, on va faire des zooms, notamment sur les étapes, mon cas personnel, mais ici c'est hyper important. Pourquoi mettre en place l'OBO? La raison principale, et je le répète, c'est hyper important, c'est l'anticipation de la transmission, transmettre son patrimoine de son vivant à la génération suivante, tout en conservant le contrôle des actifs, gérance, usufruit et nue propriété. Ici, la première raison, c'est vraiment vouloir transmettre le patrimoine à la génération suivante tout en gardant le contrôle. Ça peut pas être juste de l'optimisation fiscale. Il faut absolument que ce soit de la transmission. La deuxième, là où c'est extrêmement intéressant, c'est que vous allez dégager des liquidités immédiatement et disponibles sans céder le bien à un tiers. C'est-à-dire que vous allez garder votre patrimoine immobilier au sein de la famille, vous le revendez à vous-même à travers une société, et en plus, vous pouvez dégager des liquidités pour aller financer votre maison à la retraite dans le sud de la France, par exemple, et faire d'autres projets tout en gardant l'autre maison qui était un passif et qui devient un actif qui va rembourser des traites, qui va être remboursé par des locataires que vous allez mettre en place. Ensuite, la troisième raison, c'est l'optimisation fiscale. Vous allez basculer de la détention en nom propre vers un impôt sur les sociétés pour bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse. Donc en fait, vous changez complètement de système. Ça va vous permettre de mettre l'intérêt de la dette en charge. Vous allez pu mettre aussi des travaux, des investissements, tout au sein de la société et permettre de réduire l'imposition parce que vous êtes en fonctionnement de société. Point extrêmement important, si votre seule et unique raison de faire un OBO, c'est de l'optimisation fiscale, vous avez un risque de vous faire requalifier en abus de droit par le fisc français. C'est pour ça que la première raison, c'est transmettre votre patrimoine à la génération suivante. Ensuite, dégager du cash et de la trésorerie. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est effectivement d'aller faire une optimisation fiscale. En bonus, création d'un véhicule financier, la holding. L'OBO est souvent l'opportunité de déclencher la création d'une holding patrimoniale, capacité d'emprunt renforcée, possibilité de réinvestir dans de nouveaux projets immobiliers. Vous pouvez faire des SCI pour aller investir dans d'autres projets immobiliers et faire de l'intégration fiscale, l'intégration mère-fille. Vous avez une SCI par exemple qui fait des bénéfices, vous en avez une autre qui fait des déficits. Vous pouvez faire remonter, ça fait des plus et des moins et ça permet d'annuler ou d'optimiser l'imposition. Les étapes clés de l'opération, on va voir qu'il y en a 6. La première, c'est l'évaluation. Il faut une expertise indépendante du bien qui va valoriser votre bien au prix de marché. Ça va éviter d'avoir une sous-évaluation, d'avoir une surévaluation, parce que le fisc français peut vous requalifier et vous dire que vous avez fait des intérêts, vous avez fait tout pour baisser votre bien. Ici, il va falloir faire une expertise par un indépendant qui va, lui, mettre un tampon et va dire c'est le prix de marché et on ne peut pas revenir dessus. Ensuite, deuxième chose, et ça c'est extrêmement important, c'est un legal opinion. Validation de l'opération par un notaire. Le cœur du dossier se joue
Ici, c'est hyper important d'aller se faire accompagner là-dessus et d'avoir un document signé par le notaire qui va valider cette opération. Avec ça, vous rassurez énormément les banques, mais on va y venir. Ensuite, il y a la constitution, création d'une SCI, ça peut être une SCS, ça peut être une SAS, peu importe, ça peut être une SARL, peu importe. Vous allez créer votre société qui va pouvoir racheter cette maison qui vous appartient et cette société vous appartient. Ensuite, il y a le financement, c'est extrêmement important. Sans l'évaluation, sans le legal opinion, vous ne pourrez pas aller rassurer les banques, elles ne pourra pas vous prêter de l'argent. Donc, c'est hyper important d'aller monter un BP, d'aller monter un dossier solide, et c'est pour ça qu'un expert immobilier peut être très pertinent ou un courtier peut vous aider dans cet aspect financement. Ensuite, une fois que vous avez le prêt à la banque, le bien va être vendu à vous-même, donc la vente du bien à la SCI, et donc ici, vous allez avoir le cash qui va vous revenir en nom propre. Le bien va détenir votre maison principale ou secondaire qui vient d'être vendue. Et enfin, la dernière phase, la commercialisation. Les loyers remboursent le prêt. Autant vous dire que tout le dossier se joue sur la commercialisation qui va vous permettre d'avoir un BP solide et d'aller convaincre les banques. À retenir, le succès de l'opération repose sur la qualité de l'évaluation initiale, le legal opinion notarié et la solidité du dossier bancaire. Zoom sur l'étape 2, le legal opinion. Avant tout engagement, il est indispensable d'obtenir un legal opinion rédigé et signé par un notaire qui valide la viabilité juridique et fiscale de l'opération pour deux raisons principales. La première, ça permet de sécuriser le montage. Le notaire examine la cohérence patrimoniale et démontre l'absence de risque d'abus de droit. Tout le monde autour de vous va vous dire un OBO c'est risqué, vous n'allez pas réussir à le faire, vous allez vous faire requalifier. Tout le monde pointe du doigt le risque d'abus de droit. Mais c'est pour ça qu'il faut montrer que c'est une opération de transmission patrimoniale et non pas juste une optimisation fiscale. Le notaire engage sa responsabilité professionnelle en signant le document. Deuxième raison, c'est la crédibilité bancaire. La signature notariale rassure fortement les établissements prêteurs, donc les banques. Elle facilite considérablement l'obtention du crédit en démontrant le sérieux du projet. De mon côté, je suis allé voir plus de 150 banques partout en France pour aller financer mon projet OBO. J'ai eu énormément de refus. C'est normal, c'est un dossier qui est extrêmement atypique, mais par contre, je l'ai fait avec un legal opinion. Rien que ça m'a ouvert des portes. Le legal opinion notarié est l'élément différenciant qui transforme un dossier risqué en projet viable. Vraiment hyper important d'avoir ce document signé et validé. Zoom sur l'étape 4, la position des banques. Les banques sont réticentes à financer un OBO. C'est une opération qui était extrêmement faite il y a environ 10 ans parce que les taux étaient beaucoup plus bas, parce que c'était un nouveau produit qui était sur le marché et on n'avait pas encore assez de recul. Ici aujourd'hui, avec des taux extrêmement élevés, avec un État français qui est en faillite, avec des contrôles qui se sont intensifiés, l'OB aujourd'hui est extrêmement mal perçu par les banques. C'est mal perçu sur des résidences secondaires. C'est encore plus mal perçu sur des résidences principales. Si elle est vue par la banque comme purement financière, si vous voulez juste extraire du cash et optimiser fiscalement, elle est perçue comme porteuse d'un risque juridique et fiscal sous l'angle de l'abus de droit. Le financement sera très souvent refusé. Les OBO, c'est extrêmement connu en Angleterre. Vous avez votre logement qui vaut 1 million de livres, vous allez voir votre banque, 5 ans plus tard par exemple, votre maison est réévaluée par les agents immobiliers à 1 300 000 000. Vous allez faire un OBO auprès de votre banque, elle va vous refinancer 300 000 euros. Ici, on est sur une opération purement financière. On va extraire du cash. Alors, c'est très connu en Angleterre. En France, c'est beaucoup moins connu. Et c'est pour ça que si c'est purement financier, le fisc risque de requalifier cette opération en abus de droit. La solution, c'est présenter un projet patrimonial solide, un projet de transmission, l'introduction des enfants au capital, donation des parts, anticipation successoriale, transmettre de son vivant. Et enfin, il faut un business plan solide, capacité de remboursement démontrée par la commercialisation du bien, un BP avec une marge de sécurité. Moi, j'ai pu le faire via ma conciergerie Airbnb. J'ai pu faire des estimations de revenus en location courte durée. Peu de banques aiment le Airbnb, mais quand c'est mon métier, quand ça fait 2 ans que ma société fait uniquement de l'Airbnb, j'ai mon expertise qui a joué sur le dossier. Donc, c'est là où moi j'ai ma patte différenciante sur ce dossier. J'ai une formule qui est hyper importante à comprendre pour avoir un accord bancaire. Il faut vraiment que ce soit opération de transmission plus business plan solide. Transmission patrimoniale, business plan solide. Avec ça, vous allez pouvoir convaincre les banques. Les avantages d'un OBO immobilier. Dégager des liquidités, transformer un actif
immobilier en liquidité tout en conservant la maîtrise du bien. Évidemment, l'immobilier, c'est immobile et c'est illiquide. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le levier bancaire et le refinancement, vous allez pouvoir dégager des liquidités. Ensuite, vous avez l'effet de levier. Les loyers financent le crédit et les marges tout en conservant le patrimoine. Ici, par exemple, imaginons que vous avez acheté votre maison principale il y a 20 ans, peut-être cash, ou peut-être que vous êtes endetté sur 10 ans. Vous avez fini de payer ses loyers. Et ben, c'est l'occasion d'aller repartir sur un second tour, d'aller relever de la dette. En France, on a le meilleur levier bancaire au monde sur l'immobilier. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a des taux fixes parce que l'État vient subventionner ça. Et la deuxième, c'est qu'on est sur des grandes durées, dû à la stabilité politique. Alors, c'est un peu moins vrai en 2026, mais vous pouvez aller jusqu'à 25 ans en chopant des dérogations auprès des banques, et c'est juste hyper puissant. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses en France qui dysfonctionnent en ce moment, mais le levier bancaire reste encore extrêmement intéressant aux yeux du monde. On a l'un des plus puissants, ce serait dommage de s'en priver. Ensuite, il y a l'optimisation fiscale. Je vous l'ai dit, vous allez passer du nom propre à l'impôt sur les sociétés, et donc vous allez changer complètement de catégorie. Vous allez pouvoir déduire des intérêts du prêt bancaire, mettre des travaux. Ça sera l'occasion aussi d'investir dans votre logement. Par exemple, si vous étiez à 4 chambres, peut-être créer une cinquième chambre. Vous allez pouvoir donc déduire ces travaux. Vous allez pouvoir ensuite amortir le bien sur 10, 15, 20, 25 ans. Et enfin, là où c'est extrêmement fort, c'est la transmission de son vivant, donation des parts sociales, abattement de 100 000 euros par mois, par enfant, tous les 15 ans. Si en plus vous mettez une holding dessus, vous avez une gestion souple et professionnelle, anticipation des successions, logique de holding patrimonial. C'est vraiment l'occasion de créer une holding patrimoniale. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont entendu parler des holdings et c'est souvent très mal exploité. Mais là, avec l'intégration mère-fille, l'intégration de dégager des liquidités pour pouvoir ensuite le mettre dans la holding et ensuite transmettre ça aux enfants, on va voir ça tout de suite. Zoom sur le levier du démembrement. En intégrant les enfants dans le capital de la SCI via une holding, le démembrement des parts sociales de la holding permet de transmettre tout en gardant le contrôle de la SCI. L'usufruit est conservé par les parents. Perception des dividendes, conservation des droits de vote en assemblée générale, combiné à la gérance totale. Ici, vous avez un contrôle total. Je sais que ça peut paraître très compliqué de se dire, mais comment je vais transmettre 1 million, 2 millions de patrimoine à mes enfants? Ils ont même pas 20, 25 ans, ils sont pas prêts mentalement, ils n'ont pas la maturité pour le faire. Et c'est complètement compréhensible de se poser ces questions-là. Par contre, vous transférez simplement en fait la nue propriété, mais vous gardez complètement l'usufruit. C'est vous qui percevez les loyers à travers la société, bien sûr. Vous avez les droits de vote aux assemblées générales. Donc sans vous, les enfants ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas vendre, ils ne peuvent pas dilapider le patrimoine. Ce n'est pas possible parce que vous gardez l'usufruit. Ensuite, par contre, vous allez transmettre la nue propriété aux enfants. Et là où c'est extrêmement intéressant, c'est que vous allez pouvoir avoir un abattement fiscal de transmission par enfant, par parent, soit 200 000 euros par enfant. C'est renouvelable tous les 15 ans. Ici, je vous invite à aller voir et à consulter votre notaire. Au décès, reconstitution gratuite. L'usufruit s'éteint automatiquement. Les enfants récupèrent la pleine propriété. Aucun droit de succession à payer. Vous avez transmis le patrimoine pour 0%. Parce qu'il y avait de la dette en face et parce que vous avez pu mettre tout ça au sein d'un outil financier qui est complètement légal et qui permet de le faire. Je vous souhaite aux parents qui vont faire cette opération de vivre le plus longtemps possible, mais sachez qu'au moment de votre décès, tout sera transmis à vos enfants pour aucun droit de succession. Il n'y aura pas besoin de vendre, par exemple, une maison secondaire pour aller financer la transmission et à détruire un peu le travail que vous avez constitué tout au long de votre vie. Donc ici, c'est extrêmement important de se dire qu'il n'y aura pas de droit de succession parce que l'usufruit sera reconduit automatiquement aux enfants. Les limites d'un OBO. Alors la première qu'on voit souvent, c'est l'imposition de la plus-value sur les résidences secondaires. La fiscalité peut être lourde, le bien a fortement pris de la valeur depuis son acquisition, la détention est trop récente pour bénéficier des abattements pour durée de détention, aucune exonération spécifique ne s'applique. Sur des résidences secondaires, c'est moins intéressant de vouloir faire un OBO, mais il faut prendre en compte l'imposition sur la plus-value. Mais là où c'est extrêmement puissant, c'est sur la résidence principale. On a une exonération totale. Si le bien cédé est la résidence principale, au jour de la vente, la plus-value est totalement exonérée, sous réserve d'une durée minimum de détention. En 2026, on est à 6 mois, mais on va voir qu'ils ont voulu augmenter cette durée, on va y revenir juste après, y compris en cas de vente à une société SCI contrôlée par le vendeur. L'un des cas d'usage les plus puissants de l'OBO, extraire la pleine valeur de sa résidence principale en exonération totale
sur la plus-value. C'est extrêmement fort. Vous avez un bien, vous avez fini d'avoir payé. Vous avez un bien qui a pris peut-être 30 à 50% de valeur sur 20 ans, ce qui est généralement le cas en France. Et en plus, vous allez pouvoir refinancer et revendre ça et être exonéré totalement de la plus-value. C'est extrêmement puissant. Par contre, sous réserve d'une durée minimum de détention. En 2026, on est de 6 mois. C'est une prédiction qui n'engage que moi. Ils ont voulu faire une tentative de le passer à 5 ans de détention minimum. Ça a été refusé. Selon moi, ils vont retenter chaque année et ça va finir par passer. Ça sera 5 ans, ensuite 10 ans, ensuite 20 ans. Et à la fin, il n'y aura plus d'exonération sur la résidence principale. C'est une évidence. Un État qui est surendetté, un État qui est une obésité fonctionnelle, qui ne sait pas gérer ses finances. Et on est plutôt sur une idéologie très socialiste en France depuis une quinzaine et une vingtaine d'années. C'est ma prédiction. Pour moi, ça va sauter l'exonération de la résidence principale. Elle va d'abord s'allonger et ensuite être supprimée. C'est pour ça que ça va être hyper important d'aller faire des OBO dans les 5 à 10 prochaines années qui vont suivre. Les coûts de l'opération à anticiper dans le calcul de rentabilité, on a des droits de mutation, donc les frais de notaire de 8%. Ensuite, on a des frais bancaires de 1%. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, moi, c'était mon cas, le dossier de 800 000 euros, pour faire le dossier, les garanties, l'hypothèque, les échanges, 2 à 3 mois d'échanges avec les banques, ils mettent 1%. Donc moi, j'ai eu 8 000 euros de frais de dossier pour mon OBO de 800 000 euros. Ensuite, on a eu création de la SCI, donc 1500 euros. C'est des démarches juridiques, statut, notaire. Vous verrez ça avec votre notaire, mais en gros, c'est à peu près 1500 euros par société. Et ensuite, on a une gestion comptable, environ 100 euros par mois, tenue de la comptabilité de société. Je vous conseille éventuellement Penny Lane, Indy, où c'est très 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 solide comme logiciel. Et, votre expert comptable par-dessus, on est sur 100 euros par mois en moyenne. À prendre en compte aussi, sur le coût de l'opération, il y a des honoraires d'experts et de conseils, notaires, avocats fiscalistes, experts comptables et experts immobiliers indépendants. Ici, mon cas, moi je suis expert immobilier indépendant. Grâce à ma conciergerie Airbnb, je peux faire des estimations de revenus, je peux vous monter le dossier parce que je l'ai fait moi-même. Mais par contre, il va falloir avoir des honoraires d'expertise au niveau notaire, avocat fiscaliste. Réellement, hein, la personne la plus utile dans ce dossier, c'est le notaire, parce que c'est elle qui valide le flux financier, c'est elle qui tamponne entre l'État et vous particuliers. C'est un peu le péage. Les notaires, c'est le péage, et c'est eux qui vont signer et qui vont mettre leur nom en face. Donc vraiment, si je devais retenir deux experts, ça serait le notaire et ça serait l'expert immobilier indépendant. Mais vous pouvez aller vous faire fact-checker par votre avocat fiscaliste ou expert comptable. Moi, ça a été mon cas, je suis entouré d'experts autour de moi. La troisième limite, c'est peut-être l'une des plus importantes, c'est le risque d'abus de droit. Si l'administration considère l'opération comme fictive ou exclusivement fiscale, elle peut tenter de la remettre en cause sur le terrain de l'abus de droit. Concrètement, quand vous allez parler de lobby autour de vous, tout le monde va vous le dire, mais c'est inenvisageable. Tu vas te faire requalifier par le fisc, ça va pas être possible, les banques vont te refuser, et tu vas te faire remonter et tout va s'écrouler. C'est tout ce qui a été dit autour de moi. Et je peux comprendre parce que si vous le faites uniquement pour une motivation fiscale, vous pouvez vous faire requalifier. C'est hyper important de le faire pour une transmission patrimoniale, principalement. La sécurisation suppose un intérêt économique et patrimonial réel et durable au-delà du seul avantage fiscal. Premier cas, personne approchant la retraite, patrimoine immobilier minimum de 500 000 euros, souhaitant restructurer et préparer la transmission. Ce premier cas a été le cas de ma famille. Donc ici, on a mes parents qui approchent la retraite, qui aimeraient prendre leur retraite dans le sud de la France. Et souvent, ce qui se passe, c'est que pour financer une maison dans le sud de la France, on est obligé de revendre la maison à Paris ou en banlieue parisienne. C'est ce qui se passe de manière très classique sur ce schéma-là. Ici, on a la possibilité, avec un owner buy out, un OBO, d'aller garder le bien au sein de la famille. Moi, mes parents étaient très attachés au bien familial, refinancer le cash. Donc ici, on parlait de 800 000 euros, c'est toutes leurs économies de toute une vie, de 40 ans de carrière et de travail. Et donc, derrière, ils ont pu refinancer ce cash-là. Ils vont pouvoir aller acheter une maison dans le sud ou investir dans d'autres projets immobiliers. Donc, c'est extrêmement puissant. Vous gardez le patrimoine au sein de la famille, vous dégagez des liquidités pour aller faire d'autres projets et investir, pourquoi pas, dans votre maison de retraite dans le sud. Deuxième cas, on a les chefs d'entreprise souhaitant posséder leur patrimoine et se constituer une trésorerie personnelle. Souvent, on entend parler beaucoup de LBO, mais on peut le faire aussi via un OBO.
Donc les chefs d'entreprise sont une cible. Profession libérale, incroyable, disposant d'un patrimoine immobilier constitué. Donc là, tous ceux qui sont en médecine, qui sont par exemple dentistes, qui ont des gros salaires, qui ont souvent des gros patrimoines et qui sont souvent très mal conseillés. Ils ont tout en nom propre, ils n'ont rien essayé, ils n'ont pas d'holding par-dessus. C'est l'occasion d'aller revendre son bien à soi-même, d'aller faire structurer tout ça en société et les mettre une holding par-dessus. Donc c'est extrêmement intéressant. Investisseur immobilier avec un patrimoine constitué d'au moins aussi 500 000 euros. Ici, pourquoi j'ai mis un patrimoine de 500 000 euros minimum? Car entre les droits de succession, entre les frais de notaire, entre les donations, ici, si vous faites en dessous, ça ne sert à rien. Donc, il faut absolument 500 000 euros minimum. Tout ce qui est en dessous, je suis désolé, ça va être trop compliqué pour vous d'aller faire un OBO. Le jeu n'en vaudra pas la chandelle. Donc, c'est comme optimiser 10 euros ou 0 euros, ça restera 0 euros. Donc c'est hyper important d'avoir un patrimoine minimum. Ici, pourquoi je parle des investisseurs immobiliers? Parce que souvent, les investisseurs immobiliers, ils ont fait beaucoup d'essais-erreurs. Au départ de leur carrière, ils ont souvent investi en nom propre. Ils l'ont pas fait en SCI, ils l'ont pas fait en société. Et après, ils ont d'autres sociétés, ils ont peut-être créé leur holding, mais je sais que leur résidence principale, leur résidence secondaire en général, les investisseurs immobiliers, elle est en nom propre. Donc c'est l'occasion d'aller refinancer ça. En plus, les investisseurs immobiliers, ils connaissent bien le levier bancaire, de non propre à l'impôt sur les sociétés et d'aller mettre ça dans des SCI. Enfin, on a le dirigeant en phase de structuration, de précession d'entreprise, de si par exemple il se déplace de manière géographique mais qui veut garder le logement qu'il a actuellement. Donc c'est une des cibles. Les conditions de pertinence. L'OBO ne convient pas à tous les profils. Comme je vous l'expliquais, il faut un patrimoine immobilier déjà valorisé pour les donations aux enfants, les frais de notaire, le nantissement des banques. Les banques demandent en général 25% du nantissement du fruit de l'OBO. Donc quand vous êtes sur une petite capacité, ça n'a pas forcément d'intérêt. Capacité de commercialisation, tout repose sur ça. Si vous n'avez pas un business plan démontrable pour financer la dette, la banque ne vous suivra pas. Pour rappel, je suis allé voir plus de 150 banques pour avoir un dossier qui tient la route parce que grâce à elles, elles ont pu me faire un appel en visio, elles ont pu démontrer mon dossier, améliorer mon dossier, et on a pu arriver sur quelque chose de très solide. Troisième, vision long terme. L'opération n'a de sens que sur la durée. Évidemment, si vous vous entendez pas avec vos enfants, vous avez aucune envie d'aller transmettre votre patrimoine, vous voulez, après votre retraite, tout dépenser, c'est votre choix, vous êtes complètement libre, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, si vous voulez transmettre le patrimoine à la génération suivante, utilisez le levier bancaire, allez créer un outil financier comme la holding, ensuite, avec la holding, aller se réendetter pour aller faire d'autres opérations immobilières et devenir rentier à terme. Faire de la rénovation, par exemple, si vous avez une vision long terme et emmener vos enfants dedans, c'est extrêmement intéressant, l'OBO. 4, il faut évidemment des objectifs clairs. Donc, il faut que votre notaire vous accompagne au-delà de la seule optimisation fiscale. Il faut une transmission patrimoniale à la génération suivante. Il faut une bonne valorisation du bien, capacité bancaire et l'optimisation fiscale. Donc, il faut une grosse étude au préalable. Mais une fois que vous avez toute la stratégie et l'accompagnement, l'OBO est un outil puissant qui exige rigueur, justification patrimoniale et accompagnement pluridisciplinaire. C'est extrêmement puissant, on est sur un changement de paradigme. Il y a 4 points extrêmement importants. La première et le plus important, pour réaliser un OBO, transmission du patrimoine à la génération suivante. Et on l'a vu que ça n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui, au vu des études que je vous ai montrées au tout départ sur la grande transmission. Et l'État français va vouloir taxer énormément ces 9 000 milliards de flux successorial. Et là, vous pouvez être sûr que l'État français va augmenter ses droits de succession. Et ça n'a jamais été aussi nécessaire de transmettre de son vivant son patrimoine à la génération suivante. Ensuite, ça permet de dégager des trésoreries. Donc, on avait un actif qui était immobile, qui était illiquide, qui devient liquide pour financer d'autres projets. C'est juste incroyable. En troisième, on a la fiscalité. On passe du nom propre à l'impôt sur les sociétés. On peut mettre toutes les charges d'exploitation. On peut amortir le prêt, les intérêts du prêt, des travaux, investir et améliorer son logement. C'est juste incroyable. Et enfin, si vous mettez une holding par-dessus, c'est juste un outil qui est juste monstrueux. Et là, on est sur quelque chose de très solide parce qu'on peut faire de l'intégration fiscale, on peut faire de nouveaux projets. Aux yeux de la banque, vous investissez plus en nom propre sur des prochains projets immobiliers, mais vous investissez en tant que holding. Et la holding, elle est solvable. Si vous êtes solvable, on vous prête des liquidités.
Si vous n'êtes pas solvable, on ne vous trappera pas de liquidité. Vous avez une crise de liquidité, une crise de solvabilité. Grâce à la holding, vous êtes complètement solvable et on peut vous prêter de l'argent parce qu'en face, on sait qu'il y a un patrimoine et qu'il y a des objectifs clairs. On peut aussi mettre des contrats de capitalisation dans la holding qui vous permettent de faire des rendements et de transmettre aussi ce contrat de capitalisation à la génération suivante. Toute opération d'OBO immobilier doit être précédée d'une analyse personnalisée, prenant en compte la situation familiale, patrimoniale et fiscale. Ça y est, maintenant vous savez tout sur les étapes et ce qu'est un OBO immobilier Owner Buy Out. Je vous invite à aller fact-checker auprès de votre notaire, avocat fiscaliste, expert comptable. Moi, je suis simplement un investisseur immobilier qui l'ai réalisé moi-même. Je suis allé voir plus de 150 banques pour aller lever 800 000 euros. On a fini par réussir. Si vous êtes intéressé par l'OBO immobilier et que vous souhaitez en discuter, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. On va pouvoir discuter. Alors, on va pouvoir faire un appel en visio. C'est sans obligation. On va juste parler de votre projet. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Vous savez tout sur l'OBO immobilier et surtout sur quelqu'un qui l'a fait réellement et qui n'est pas dans la théorie, mais qui est sur le terrain, qui est dans la pratique. Et l'OBO n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui. Sur les 5 à 10 prochaines années qui vont suivre, on va beaucoup en entendre parler. Merci beaucoup pour votre attention.